Dans notre exploration des dynamiques humaines, nous nous penchons aujourd'hui sur une histoire qui interroge les frontières invisibles que nous érigeons. Celle de la classe sociale, du deuil et des convenances. C'est l'histoire de deux mondes que tout oppose, réunis sous le même toit par les hasards de la vie, et d'une enfant dont l'innocence deviendra le catalyseur d'un changement inattendu. Daniel se figea sur le seuil de la chambre d'enfant. Le monde autour de lui sembla s'effacer, ne laissant que la scène qui se jouait sous ses yeux. La main minuscule de sa fille reposant sur la poitrine d'Amara, ses yeux clos dans une paix parfaite. La jeune femme leva la tête, surprise, le parfum lacté de son souffle flottant encore dans l'air. L'espace d'une seconde irréelle, il ne vit ni la couleur de peau, ni le statut social, ni les règles tacites. Il ne vit que la vérité qu'il avait fui depuis si longtemps. Le domaine des Whitmore semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe. D'immenses pelouses impeccablement entretenues, des marches de marbre blanc et des jardins si symétriques qu'ils en paraissaient artificiels. Vu de l'extérieur, c'était la perfection. Mais la perfection, comme le savent ceux qui y vivent, peut devenir suffocante. À l'intérieur, l'air était immobile. Daniel Whitmore traversa le hall d'entrée dans son costume de flanelle grise, ses pas résonnant sur le marbre poli. Il ne se déplaçait pas comme un homme dans sa propre maison, mais comme un visiteur dans un musée, attentif à ne déranger aucune des pièces exposées. Chaque recoin portait l'empreinte de sa défunte épouse. Le tapis perçant sous l'escalier, le miroir au cadre doré dans le couloir, le bouquet de lys que le fleuriste remplaçait chaque lundi. Même après 3 ans, Daniel ne pouvait se résoudre à changer quoi que ce soit. C'était plus simple ainsi. Dans son bureau, les rideaux à demi tirés laissaient filtrer juste assez de lumière matinale pour dessiner de longues bandes sur le bois précieux. Daniel prit la photographie encadrée qui ne quittait jamais son coin de bureau. Sa femme, tenant leur fille nouveau-née, Émilie, son sourire large et sans effort. Elle avait ce don de rendre la joie simple. Il avait oublié ce que cela faisait. De la chambre d'enfant à l'étage, montait le faible gazouillis d'Émilie jouant avec ses poupées. Le son tirailla son cœur, mais il consulta sa montre. Un chauffeur l'attendait. Il n'avait pas le temps. Pas le temps pourquoi, au juste? 5 minutes, un câlin, une vraie conversation. Il saisit sa mallette. À l'autre bout de la ville, Amara Johnson se tenait dans la cuisine exiguë de son appartement, fermant le dernier bouton de son sobre uniforme marine. Le silence régnait, troublé seulement par le bourdonnement lointain de la circulation. Sur le comptoir, une tasse ébréchée, une miche de pain et une pile de factures impayées qu'elle n'avait pas la force de regarder ce matin. Elle noua ses cheveux en un chignon impeccable et observa son reflet dans la porte du micro-ondes. De légères ombres sous ses yeux, non pas dues au manque de sommeil, mais au poids des jours qui s'accumulaient. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas son travail. Elle en était reconnaissante. Mais il y avait une différence entre faire un métier et avoir sa place quelque part. Et elle savait qu'il ne fallait pas s'attendre à trouver sa place. À 32 ans, Amara avait travaillé dans plus de maisons qu'elle ne pouvait en compter. Certaines étaient chaleureuses et chaotiques, d'autres froides et cliniques. Le domaine des Whitmore, d'après ce qu'elle avait vu lors de son entretien, penchait nettement vers la seconde catégorie. Pourtant, le salaire était bon, les horaires stables, et elle avait une règle. Ne jamais s'approcher trop près, ne jamais outrepasser ses fonctions, et ne jamais laisser son passé franchir le seuil. Elle vérifia son téléphone. Un seul message non lu de sa sœur. « Tu vas bien ?» Amara ne répondit pas. Elle glissa simplement le téléphone dans son sac et partit pour l'arrêt de bus. Leur première rencontre avait été brève. Il l'avait accueillie à la porte, sa poignée de main ferme, son sourire poli mais distant. Il lui avait expliqué ses tâches en phrases courtes et précises. La lessive les mardis et vendredis, le nettoyage des salles de bain du rez-de-chaussée 2 fois par semaine, maintenir en ordre la salle de jeu d'Émilie. Elle a une routine, avait-il dit. J'aimerais qu'on la respecte. Pendant la conversation, Émilie avait jeté un coup d'œil depuis l'angle du couloir, ses boucles dansant alors qu'elle se balançait d'un pied sur l'autre. Ses yeux étaient grands, méfiants. Elle n'avait pas couru vers Amara comme le font certains enfants. Elle s'était contentée d'observer. Quand Daniel s'était excusé pour prendre un appel, Amara s'était agenouillée à la hauteur d'Émilie. « Bonjour », dit-elle doucement. « Je m'appelle Amara. » La voix d'Émilie était à peine un murmure. « Tu aimes les poupées ?» « J'aimais beaucoup », répondit Amara avec un sourire. « Quand j'étais petite, j'en avais une qui s'appelait Leia. Elle avait une robe rose, mais je l'ai perdue au parc un jour. » La bouche d'Émilie se pinça. « C'est triste. » « Ça l'était, » admit Amara. « Mais je me souviens toujours d'elle. C'est ça qui est bien avec les gens et les poupées. Même quand ils ne sont pas avec toi, tu peux les garder ici. » Elle tapota sa poitrine.
Le front d'Émilie se plissa de concentration avant qu'elle ne murmure « Je te montrerai mes poupées demain ». Ce fut un instant infime, mais quelque chose bougea dans le cœur d'Amara. À la fin de sa première semaine, elle connaissait les rythmes de la maison. Daniel partait presque toujours avant le petit déjeuner, Émilie jouait tranquillement sauf quand elle était dehors, la télévision était rarement allumée. Elle remarqua aussi comment les yeux de Daniel s'adoucissaient chaque fois qu'Émilie riait, bien qu'il prît soin de ne pas s'attarder sur ces moments. Un soir, alors qu'elle pliait le linge dans le salon, Daniel rentra plus tôt que d'habitude. Il s'arrêta sur le seuil, la regardant travailler. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, craignant d'avoir dépassé une limite. « Oui, » dit-il après un instant. « J'apprécie simplement la façon dont vous maintenez le bon ordre des choses. » Émilie semble plus calme ces derniers temps. Amara esquissa un léger sourire. « C'est une gentille petite. » « Elle l'est, » dit Daniel, presque pour lui-même, avant de se retirer dans son bureau. Ce n'était rien, et pourtant c'était tout. Aucun des deux ne le savait encore, mais les fils fins et prudents d'une connexion avaient déjà commencé à se tisser entre eux. Et bientôt, un seul instant allait resserrer ses fils et changer la nature de cette maison, de cette famille, et des règles que Daniel pensait régir sa vie. La pluie menaçait depuis le matin, et en milieu d'après-midi, le ciel avait pris la couleur de l'ardoise mouillée. Amara se tenait à la fenêtre de la chambre d'enfant, regardant les grosses gouttes frapper la vitre et couler en minces filets. À l'intérieur, une légère odeur de lavande flottait, provenant du spray qu'elle avait utilisé sur la literie d'Émilie. La petite était censée faire la sieste, mais elle s'était réveillée avec ce cri lent et tremblant, celui qui ne vient ni d'un cauchemar ni d'un genou écorché, mais d'une douleur plus profonde qu'Amara ne pouvait nommer. Elle s'accroupit près du lit. « Eh, ma chérie, ça ne va pas ?» Émilie renifla et secoua la tête. « Ça fait mal. »« Ouvre mon bébé. » Elle posa une petite main sur son ventre en se recroquevillant. L'esprit d'Amara s'emballa. Peut-être n'avait-elle pas assez mangé, ou trop. Elle prit doucement Émilie dans ses bras et sentit la tension dans son petit corps. Sans réfléchir, Amara s'assit sur le fauteuil à bascule et commença à fredonner. C'était la même berceuse qu'elle chantait à Isaïe, son propre fils, avant. Avant que tout ne change. Émilie s'agrippa à elle. Amara ajusta sa prise pour que la joue de la petite repose contre sa poitrine. Elle lui frotta le dos en cercle lent, sentant la respiration de la fillette commencer à se régulariser. C'est alors qu'Émilie murmura « Ne me lâche pas ». Quelque chose se brisa en Amara. Elle s'était promis de ne pas trop s'attacher ici, que ce n'était qu'un travail. Mais en tenant Émilie, en sentant ce petit cœur battre contre le sien, tous les murs qu'elle avait érigés semblaient moins une protection qu'une cage. Les petits doigts d'Émilie s'accrochèrent à son chemisier. Amara réalisa que la fillette s'était calmée non seulement grâce au bercement ou à la mélodie, mais grâce à la chaleur, au réconfort humain constant d'être tenue. Et Amara, sans le décider consciemment, la laissa se blottir davantage. La laissa se sentir en sécurité. En bas, la porte d'entrée s'ouvrit. Daniel avait quitté le travail plus tôt. Il n'avait prévenu personne, pas même le chauffeur. Il voulait surprendre Émilie, peut-être dîner tôt avec elle. Il monta l'escalier, la pluie tambourinant doucement contre les hautes fenêtres du hall. Un faible fredonnement flottait dans le couloir. C'était une mélodie qu'il ne reconnaissait pas, mais elle l'attira. Il s'approcha sans bruit de la chambre d'enfant, poussant la porte juste assez pour voir à l'intérieur. La scène le cloua sur place. Émilie était blottie dans les bras d'Amara, sa petite main posée sur sa poitrine. Amara fredonnait doucement, les yeux mi-clos, ses doigts caressant les cheveux d'Émilie. C'était intime, maternel. La main de Daniel se crispa sur la poignée de porte. Il n'était pas en colère, du moins pas comme il s'y serait attendu. Mais il ressentit un pincement aigu dans la poitrine, un mélange de choc, de confusion et d'autres choses qu'il ne pouvait nommer. Pendant des années, Émilie avait eu du mal à s'endormir sans sa veilleuse. Et la voilà, complètement en paix dans les bras d'une personne qui n'était dans sa vie que depuis quelques semaines. Il s'éclaircit la gorge. Qu'est-ce qui se passe ici? Les yeux d'Amara s'ouvrirent en grand. Elle bougea légèrement, mais ne reposa pas Émilie. Elle ne se sentait pas bien. J'essayais de la calmer. Le regard de Daniel se posa sur Émilie, qui l'observait à travers ses cils ensommeillés. « Papa » murmura-t-elle. « Ne sois pas fâché, s'il te plaît. »« Je ne suis pas fâché, » dit-il, bien que son ton fût tendu. « Je ne m'attendais pas à voir ça. » Amara déglutit, se préparant au reproche. « Je suis désolée si c'est inapproprié. »« Non, » coupa Daniel, sa voix s'adoucissant de manière inattendue. « C'est juste que... »
Elle n'a laissé personne la tenir comme ça depuis. Ces mots s'éteignirent. Depuis sa mère, termina Amara doucement. L'air entre eux s'épaissit de non-dit. Daniel entra complètement dans la pièce, desserrant sa cravate. Il s'accroupit à côté d'eux, sa main effleurant les cheveux d'Émilie. « Ça va, ma puce ?» demanda-t-il gentiment. Émilie hocha la tête, ses yeux se fermant à nouveau. Amara fait que ça va mieux. La mâchoire de Daniel se contracta. Il se redressa, regardant Amara. « Merci. » Elle fit un petit signe de tête, ne sachant si c'était la fin de la conversation ou le début de quelque chose d'autre. Plus tard ce soir-là, après qu'Émilie fut couchée, Daniel trouva Amara dans la cuisine. « Je vous dois des excuses, » dit-il. « Pour la façon dont je suis entré tout à l'heure. Je n'étais pas contrarié. Juste surpris de la voir si à l'aise avec quelqu'un d'autre. »« Ce n'est rien, » répondit Amara. « Je sais que ça ne fait pas exactement partie de la description de poste. »« Peut-être que ça devrait, » murmura Daniel, presque pour lui-même. Puis, après une pause, elle a besoin de ça plus que je n'ai été capable de le lui donner ces derniers temps. Cette nuit-là, alors que Daniel était assis dans son bureau, faisant semblant de lire, l'image d'Émilie endormie dans les bras d'Amara revenait sans cesse. Cela remua quelque chose en lui. Pas seulement de la gratitude, mais la prise de conscience troublante qu'il s'était peut-être trompé sur les besoins d'Émilie. Le lendemain matin, le soleil inondait le domaine des Whitmore, mais l'air à l'intérieur semblait plus lourd que la veille. Daniel s'attarda dans la cuisine, un café à la main qu'il touchait à peine. Amara se déplaçait autour de lui avec une efficacité prudente, préparant le petit déjeuner d'Émilie sans croiser son regard. Plus tard, Émilie était assise dans la salle de jeu, coloriant une maison surmontée d'un arc-en-ciel. Daniel apparut sur le seuil. « Elle devient plutôt douée, » dit-il. Émilie rayonna. « C'est notre maison, et ça, c'est Amara. » Daniel cligna des yeux. « Tu as mis Amara sur le dessin. »« Bien sûr, » dit Émilie comme si c'était une évidence. « Elle est là tous les jours. Elle fait partie de la maison. » Cet après-midi-là, Amara évita la chambre d'enfant. Elle se confina à la buanderie, à la cuisine. Elle adorait Émilie, mais la veille, une ligne avait été franchie. Ce n'était pas professionnel, se disait-elle. Ce n'était pas sûr, ni pour son cœur, ni pour son emploi. Quand Émilie fut couchée, Daniel retrouva Amara dans la cuisine. « Vous avez été différente aujourd'hui, » dit-il d'une voix mesurée. Elle ne cessa pas d'essuyer le comptoir. « Juste occupée. » Ce n'est pas ça. Finalement, elle croisa son regard. « Monsieur Whitmore. »« Daniel, » la corrigea-t-il doucement. « Daniel, » reprit-elle, « je ne veux pas que la journée d'hier cause de malentendus. Je connais ma place ici, et je veux que les choses restent claires. » Il fronça les sourcils. « Vous pensez que j'ai mal compris. Je pense qu'il est facile de brouiller les pistes dans ce genre de situation. Je tiens à Émilie. Je ne veux simplement pas que cela soit perçu comme un dépassement de mes fonctions. » Daniel expira lentement. « Vous avez raison sur une chose. Vous tenez à elle. C'est rare. Je ne veux pas que vous preniez vos distances à cause d'une règle tacite qui n'a pas lieu d'être. »« C'est facile à dire pour vous, » murmura Amara. « Mais d'après mon expérience, les règles changent vite quand les sentiments se compliquent. » Leurs regards se maintinrent un instant de trop. Le lendemain apporta encore plus de distance. Pendant la sieste, Émilie leva les yeux de son oreiller et murmura « Pourquoi tu ne me prends plus dans tes bras ?» Amara se fija. « Tu deviens une grande fille, Émilie. Les grandes filles peuvent s'endormir toutes seules. » Émilie fit la moue, clairement pas convaincue. « Je préfère quand tu es près de moi. » Les mots s'enfoncèrent en Amara comme des pierres. Cette nuit-là, Daniel se retrouva devant la buanderie où Amara pliait des serviettes. « Je ne sais pas ce qui vous a poussé à vous replier sur vous-même, » dit-il à voix basse. « Mais je ne veux pas que ma fille perde quelque chose qui la fait se sentir en sécurité. » La main d'Amara s'immobilisa. Il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de limites. De s'assurer que nous restons tous à notre place. Daniel s'approcha. « Et où est cette place, exactement ?» Elle soutint son regard, ses yeux fermes mais gardés. « Vous êtes son père. Je suis l'employé. Voilà la frontière. » Aucun des deux ne le dit à voix haute, mais tous deux savaient que la frontière avait déjà été franchie. Et une fois franchie, les frontières ont tendance à s'estomper jusqu'à ce qu'on ne puisse plus dire où elles se trouvaient. Le samedi suivant commença dans un chaos inattendu. Daniel avait prévu d'emmener Émilie au zoo. Mais le chauffeur tomba malade.
Papa, on peut quand même y aller, supplia Émilie. Daniel jeta un regard vers Amara. Vous conduisez, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Amara hésita. L'idée d'être coincée dans une voiture avec Daniel lui faisait battre le cœur pour de mauvaises raisons. Mais les yeux pleins d'espoir d'Émilie l'emportèrent. D'accord, dit-elle doucement. À mi-chemin, la voiture eut un soubresaut. Un voyant s'alluma. C'est la pression des pneus, dit Amara. 10 minutes plus tard, ils étaient garés près d'une pompe à air qui refusait de fonctionner. Pendant que l'employé cherchait une solution, ils se retrouvèrent tous les trois assis sur le trottoir, à l'ombre d'un arbre. Amara se mit à rire sincèrement lorsqu'Émilie décrivit une vieille berline rouge comme un dragon déguisé cherchant une pizza. Daniel la regarda rire, un son doux mais réel. Vous devriez faire ça plus souvent, dit-il doucement. Quoi? Rire comme ça. Amara détourna le regard, soudain consciente de la proximité de leurs genoux. Attention, Daniel. Vous brouillez à nouveau les pistes. Peut-être que certaines pistes ont besoin d'être brouillées. Ils arrivèrent aux eaux juste à temps pour un tour de manège. Émilie insista pour que Daniel et Amara montent avec elle, coincés entre eux. Daniel remarqua avec quelle aisance Amara stabilisait Émilie lorsque le manège se mit en marche. Sur le chemin du retour, Émilie s'endormit, sa tête reposant sur le pull qu'Amara lui avait prêté. Vous vous souciez d'elle plus que vous ne l'admettez, dit Daniel tranquillement. Amara garda les yeux sur la route. Se soucier est facile. Rester à sa place est la partie difficile. Qui décide de votre place? Moi, répondit-elle, son ton final. Mais sa prise sur le volant trahissait la légère secousse de sa résolution. La révélation eut lieu un mardi soir. Daniel s'était retiré dans son bureau, mais une tasse d'eau colorée renversée sur un des livres d'Émilie avait poussé Amara à chercher un exemplaire de rechange. Elle se retrouva dans la bibliothèque. Ses yeux se posèrent sur un cadre photo délavé, niché entre deux livres. C'était une photo de Daniel, plus jeune, tenant une femme aux cheveux auburn et aux yeux rieurs. Vous l'avez trouvée, dit Daniel, qui venait d'entrer. Je suis désolé, je ne voulais pas. Ce n'est rien, l'interrompit-il. Elle s'appelait Claire. Ils s'assirent dans 2 fauteuils en cuir. Nous nous sommes rencontrés à l'université, commença Daniel. Claire m'a appris à voir le monde en couleurs plutôt qu'en chiffres. Nous avons été mariés 8 ans. Puis Émilie est née. Un matin, un camion a grillé un feu rouge. Elle est morte sur le coup. Émilie avait à peine 2 ans. Le silence qui suivit était dense. Amara déglutit. Je suis désolée. Ce genre de perte. Ça change tout. Les yeux de Daniel se posèrent sur les siens. Oui. Je me suis jetée dans le travail. J'ai engagé les meilleurs nounous, mais aucune n'est restée. Émilie ne s'est jamais attachée à elle. Jusqu'à vous. Amara baissa les yeux. Peut-être parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Daniel se pencha légèrement en avant. Qui? Sa voix était basse. Ma mère. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Elle était infirmière. Une nuit, elle s'est endormie au volant en rentrant. J'ai appris très vite à ne pas trop m'attacher. Ça faisait moins mal comme ça. Le regard de Daniel s'adoucit. C'est pour ça que vous prenez vos distances. Amara eut un petit sourire triste. Et c'est pour ça que vous vous accrochez si fort quand vous trouvez quelqu'un qui compte. La vérité flottait entre eux, lourde et intime. Pour la première fois, Amara ne se sentit pas comme une simple employée dans cette pièce. Le vendredi soir, Émilie insista pour qu'ils regardent un film tous les trois. Elle grimpa sur les genoux d'Amara, laissant Daniel et Amara assis si près que leurs épaules se touchaient. Aucun des deux ne bougea. Le week-end commença dans la douceur. La cuisine des Whitmore embaumait la cannelle et le sucre roux. Amara avait laissé Émilie l'aider à préparer la pâte à crêpes. Cela ressemblait à une famille. Mais cette paix ne devait pas durer. En fin d'après-midi, sans s'annoncer, Margaret Whitmore arriva. Les talons de Margaret claquaient sur le foyer comme un signal d'alarme. Amara se tourna, surprise. Madame Whitmore. Le regard de Margaret la balaya. Où est Daniel? Dans le jardin. Je vais. Inutile. Elle passa devant Amara sans un second regard. De la fenêtre, Amara vit Margaret se raidir en apercevant Émilie rire avec Daniel, une couronne de fleurs qu'Amara avait tressée pour elle dans les cheveux. Les lèvres de Margaret se pincèrent. Daniel se leva pour l'accueillir. Grand-mère. Margaret eut un sourire pincé. Ma chérie.
Je vois que votre gouvernante continue de jouer à la maîtresse de maison. Le sourire de Daniel disparut. Mère. Je trouve cela curieux, c'est tout, continua Margaret. Elle s'est certainement bien intégrée dans vos vies. Presque comme si elle avait sa place ici. Elle a sa place ici, dit Daniel, la voix tranchante. Daniel, je sais que le deuil pousse les gens à chercher du réconfort dans des endroits étranges, mais il y a les apparences à considérer. Émilie les regarda, confuse. Papa? Daniel baissa les yeux, hésita, puis ne dit rien. Amara vit tout. Quand Daniel rentra, elle avait déjà fait son sac. Vous partez? Demanda-t-il, incrédule. Elle a raison. Je suis restée trop longtemps. Non, elle a dépassé les bornes. Vous ne m'avez pas défendu, Daniel, dit-elle doucement, le regardant enfin. Pas vraiment. Vous ne saviez pas quoi dire. Parce qu'au moment crucial, vous n'avez rien voulu dire. Pas à elle. Pas devant votre fille. Parce qu'au fond, je ne suis que l'employé, et vous avez peur de ce que les gens penseront. Daniel s'avança. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi l'avez-vous laissé m'humilier sur mon lieu de travail, devant l'enfant que j'aime comme si c'était la mienne? Il n'avait pas de réponse. Émilie apparut dans le couloir. Amara? Pourquoi tu prends ton sac? Amara s'accroupit, la serrant fort. Je dois juste partir un petit moment, mon bébé. Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. J'ai fait quelque chose de mal. Amara l'embrassa sur le front. Jamais. Elle se releva, passa devant Daniel et sortit. Cette nuit-là, le domaine des Whitmore semblait plus froid que jamais. Le lendemain matin, Margaret appela. Je t'ai rendu service. Daniel répondit calmement. Si ce qui s'est passé hier est votre idée de la protection, je n'ai plus besoin de votre protection. Puis il raccrocha. Pendant 2 jours, la maison fut creuse. Les pièces résonnaient. Et Émilie demandait chaque matin, quand est-ce qu'Amara revient? Le lundi matin, Daniel se tenait dans la cuisine. Émilie était assise à la table, coloriant sans conviction. Elle est partie parce que grand-mère a été méchante, n'est-ce pas? Dit-elle soudain. Elle dit toujours qu'Amara n'est pas assez bien. Mais si. Elle a toujours été assez bien. Les mots le frappèrent de plein fouet. Tu as raison, dit-il doucement. Elle l'était. Daniel annula ses rendez-vous. Il se souvint de la façon dont elle calmait Émilie, de ses fredonnements dans la cuisine, de la nuit où elle avait veillé sans dormir. Il prit ses clés. Il traversa la ville. Comment expliquer à quelqu'un qu'on l'aime, mais qu'on a laissé la peur parler plus fort? Quand il arriva devant son immeuble, il resta assis dans la voiture pendant 5 minutes. Il trouva sa porte et leva la main pour frapper. Avant qu'il ne le puisse, elle s'ouvrit. Amara se fija. Salut, dit-il. Amara croisa les bras. Vous ne devriez pas être ici. Je sais. Mais je devais l'être. Elle le fixa, attendant. Je vous ai laissé partir parce que je n'ai pas eu le courage de vous retenir. Ni devant ma mère, ni devant ma fille. Ni même devant moi-même. Elle expira par le nez. Savez-vous à quel point c'était dur de quitter cette maison, cet enfant? Je le sais maintenant. Que voulez-vous, Daniel? Il s'approcha. Je veux vous dire que vous n'avez jamais été qu'une employée. Que chaque jour où vous étiez dans cette maison, elle était un peu plus vivante. Grâce à vous. Vous me manquez, dit-il simplement. Émilie vous manque. Mais je ne suis pas seulement là pour elle. La gorge d'Amara se serra. Ce n'est pas si simple. Peut-être pas, mais ça pourrait l'être. Ils restèrent en silence, puis Amara s'écarta juste assez pour le laisser entrer. Je ne sais pas comment faire, admit Daniel. Je ne sais pas comment être avec quelqu'un qui voit tout de moi. Amara le regarda. Alors nous apprendrons ensemble. Plus tard cette nuit-là, Daniel rentra chez lui avec Amara à ses côtés. Émilie, déjà en pyjama, dévala les escaliers. Amara, cria-t-elle en se jetant dans ses bras. Tu es revenue. Daniel regarda Amara la serrer, les larmes aux yeux. Il ne s'agissait pas de statut, de couleur ou de classe. Il s'agissait d'amour. Un amour vrai, désordonné, et salvateur. Et pour la première fois depuis des années, Daniel n'en avait pas peur. La maison des Whitmore était de nouveau calme. Mais c'était un calme différent. Pacifique. Le lendemain matin, Daniel entra dans le salon avec 2 tasses de café. Amara était sur le canapé, souriant en prenant la sienne. Leurs doigts s'effleurèrent.
Personne ne détourna le regard. Ce soir-là, ils préparèrent le dîner tous les trois. C'était un désastre. C'était parfait. Après, ils regardèrent un film, blotti sous une grande couverture. Émilie s'endormit, sa tête sur les genoux d'Amara, sa main agrippant le pull de Daniel. Plus tard, Daniel rejoignit Amara dans la chambre d'enfant. Ils se tenaient côte à côte. « C'est drôle », murmura-t-il. « C'est ici que tout a commencé. » Amara lui jeta un regard. « Le jour où vous avez pensé que j'avais franchi une limite. » « Non. Le jour où j'ai réalisé que vous faisiez déjà partie de cette famille, et que j'étais trop aveugle pour l'admettre. » Elle sourit un peu. « Vous étiez terrifié. »« Je le suis encore. »« De quoi ?»« De perdre ça à nouveau. » Amara ajusta la couverture d'Émilie. « Alors ne le perdez pas. » La voix de Daniel se brisa un peu. « Restez. » « Je suis déjà resté. » Le lendemain matin, Daniel descendit, attiré par une odeur de crêpes. Émilie était assise à la table, fredonnant, pendant qu'Amara retournait une crêpe. Daniel s'approcha derrière elle, passa ses bras autour de sa taille et l'embrassa sur le sommet de la tête. Ce soir-là, après avoir couché Émilie, Daniel se tint de nouveau sur le seuil de la chambre. Comme le premier jour. Mais cette fois, la pièce n'était plus un lieu d'incertitude. C'était un foyer. À l'intérieur, Amara était assise sur le fauteuil à bascule, fredonnant la même berceuse. Émilie était blottie sur ses genoux, sa petite main reposant sur le cœur d'Amara. Daniel n'est pas resté figé cette fois. Il est entré, s'est agenouillé à côté d'eux et a déposé un baiser sur le front d'Émilie. Il a regardé Amara. « À la maison » a-t-il murmuré. Elle a pris sa main. « Nous l'avons toujours été. Il fallait juste le voir. »